Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie aujourd'hui de représenter la bibliothèque du campus de Reims de Sciences Po. Merci. Vous n'entendez pas? Oui, comme ça c'est mieux, effectivement. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie de représenter la bibliothèque du campus de Reims de Sciences Po et je suis tout aussi ravie de vous voir si nombreux, si nombreuses être venus assister à la conférence de monsieur Guillaume Piketty. Guillaume Piketty est professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po. Il enseigne sur le campus de Reims depuis maintenant 14 années. Il a pendant très longtemps et jusqu'à l'année dernière donné le grand cours d'introduction d'histoire contemporaine aux étudiants de première année du programme Euro-Amérique du collège universitaire de Sciences Po. Et il continue d'enseigner sur le campus, cette fois-ci auprès des deuxièmes années, à qui il propose 2 cours. Un cours dédié à l'historiographie et un autre aux représentations cinématographiques des faits de guerre et de résistance. Monsieur Piketty est bien occupé puisqu'il est par ailleurs directeur du Centre d'histoire de Sciences Po et il mène une activité intense de chercheur en histoire, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier paru au tout début du mois de septembre 2025, ouvrage collectif qu'il a dirigé, Sortir de la guerre, des guerres de religion aux conflits asymétriques, publié chez Passé Composé. Et c'est justement des sorties de guerre que M. Piketty est venu nous parler ce soir, c'est-à-dire des processus qui amènent une société à passer de l'état de guerre à celui de paix. Et nous verrons que ces processus se réalisent à l'échelle internationale, à l'échelle nationale, mais aussi dans la sphère intime. Les guerres laissant des traces très longues, tenaces, longtemps après la fin officielle des combats. Avant de vous laisser la parole, Monsieur Piketty, je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup d'être parmi nous. Et je tiens également à remercier la médiathèque Jean Falala et ses équipes qui ont rendu cette conférence publique possible et qui, à chaque fois, nous proposent un accueil très agréable. Je vous souhaite une excellente soirée et, en l'occurrence, conférence. Merci beaucoup, j'avais effectivement un blanc. Et je vous laisse la parole, Monsieur Piketty. Bonsoir, merci d'être venu ce soir. Et j'ajoute un remerciement tout particulier à quelques étudiantes, peut-être étudiants que je n'ai pas repérés, et qui étaient face à moi il y a 2 heures, et qui, dans une sorte d'élan extraordinaire, sont devenus des die-hards et sont à nouveau face à moi, les pauvres. Les pauvres. Merci donc d'être venus et merci à Christelle Lamy, à la bibliothèque de Sciences Po et à la médiathèque Jean Falala d'avoir rendu cet événement possible. Alors, l'idée est donc de parler des sorties de guerre, de sortir de la guerre. J'ai mis un point d'interrogation parce que je suis un homme extrêmement poli, enfin j'essaye. Un parcours sans fin, si je m'écoutais, je n'aurais pas mis de point d'interrogation, j'aurais mis un point final. Évidemment, un parcours sans fin. Donc oui, ça c'est la couverture du livre qui vient de sortir, que j'ai dirigé, mais je vais l'expliquer, qui a été écrit par des gens infiniment plus compétents que moi sur leurs sujets respectifs. Mais je vais vous en dire un peu plus dans peu de temps. Alors, une première partie, rassurez-vous, ce sont des mots atroces, mais ça va être très rapide. Mais simplement, il s'agit de, comme toujours, dire qui l'on est et d'où l'on parle, de façon à ce qu'il n'y ait pas de malentendus. Donc, la première précision qui s'impose, consiste à vous dire que j'appartiens à une certaine école d'historiennes et d'historiens, c'est-à-dire à des gens qui s'intéressent en scientifique à la guerre comme à un phénomène total. D'accord ? Ça veut dire que les questions diplomatiques, les questions politiques, nous intéresse évidemment, que les enjeux stratégiques, tactiques, logistiques, d'armement nous intéressent également, que tout ce qui touche à l'économie, aux cultures, aux sociétés fait partie des choses que nous étudions, mais cela veut dire aussi que nous nous penchons autant que possible sur ce qui arrive lorsque le phénomène guerrier se déploie, le phénomène résistant se déploie, ce qui arrive aux individus qui s'y trouvent confrontés. Que ce soit des hommes, des femmes, des enfants, des gens plus ou moins vieux, plus ou moins âgés, des combattants, des résistants, des civils, des réfugiés, des déportés. Vous voyez, l'idée, c'est de regarder ce qui se passe au niveau individuel.
Et de ce fait, puisque nous considérons les individus, nous considérons également les environnements dans lesquels ces personnes se trouvent, du fait de la guerre notamment, mais pas seulement. Qu'advient-il des environnements confrontés d'une façon ou d'une autre au phénomène guerrier? Et c'est là que les deux étudiantes que j'ai repérées se disent « Ah zut, on va recommencer avec le programme », mais rassurez-vous, ce sera très rapide de ce point de vue-là. Donc voilà, la guerre comme un phénomène total. Et la seconde chose que je veux vous dire, c'est que cette affaire de sortie de guerre, aussi bizarre que cela puisse paraître, a longtemps, très longtemps, jusqu'il y a 20 ans, était un non-sujet. Bah oui. Il y avait cette idée que le triptyque déclaration de guerre, guerre, signature d'un armistice et éventuellement un traité de paix suffisait. Donc, tac, on commençait la guerre, elle durait, tac, on la finissait, et puis voilà. Notre idée à nous, historiens, historiennes de la sortie de guerre, c'est de dire qu'en fait, on ne sort pas de la guerre comme ça. C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. On commence à sortir de la guerre alors même qu'elle n'a pas fini, que les combats continuent, et le cas échéant, on ne sort jamais de ce que la guerre a infligé à celles et ceux qui l'ont subi. Et donc l'idée, c'est que depuis une vingtaine d'années seulement, cette notion de sortie de guerre comme un sujet long, complexe, s'est imposée. Et donc une définition, l'idée est d'étudier autant que possible les expériences vécues, plus ou moins durablement, souvent très longtemps, alors au plan collectif comme au plan individuel, par les femmes, les hommes, les enfants qui ont été confrontés au phénomène guerrier, qui en sont sortis avec différents statuts, dans différentes situations, et qui ensuite vont trimballer, et j'emploie le mot à dessein, avec eux, avec elles, ce qui leur est arrivé pendant le conflit. Voilà. Et c'est ça l'idée de sortie de guerre. C'est un processus long, un processus complexe, avec une attention particulière portée aux individus. Donc l'individu est au centre de l'étude. Une conséquence de cette affaire, et je l'ai déjà brièvement évoqué, c'est que le processus de sortie de guerre, en fait, commence chez ces individus dès qu'ils et elles commencent à se dire « je vais peut-être m'en sortir, je vais peut-être voir la fin de la guerre. Et donc, qu'est-ce que je ferai après ? Ou comment je vais m'organiser ? Ou où vais-je aller ? Comment je vais m'organiser ? Voilà, j'ai perdu un bras, je suis complètement traumatisé, je me sens pas bien, ou ma maison a été détruite, je le sais. Vous voyez, donc c'est à partir du moment où les gens qui sont confrontés au phénomène guerrier commencent à se dire que peut-être ça va le faire, comme on dit un peu grossièrement, c'est-à-dire commencent à envisager l'avenir après la guerre. Et donc, je l'ai dit, ce processus peut se poursuivre longtemps, parfois extrêmement longtemps, parfois indéfiniment. Ça dépend des individus. L'autre élément lié à cette durée, c'est qu'il peut y avoir des recouvrements. Parce que souvent, un conflit se termine et un autre démarre pas très longtemps après, d'une autre nature. Un conflit international peut déboucher, pour certains belligérants, sur une guerre civile. Et donc, la sortie du conflit international va être recouverte ou partiellement recouverte par le début de la guerre civile, par la guerre civile et, le cas échéant, par la sortie de guerre civile. Donc, possible recouvrement qui rendent l'étude à la fois beaucoup plus intéressante, mais évidemment beaucoup plus difficile. Voilà. Mais tout ça est absolument passionnant. L'autre élément, c'est que je n'ai pas indiqué là parce que je manquais de place et j'ai mis l'essentiel, c'est qu'évidemment, il est hors de question d'imaginer l'objet sorti de guerre comme un isolat pur et parfait, parce qu'il peut y avoir des recouvrements, je l'ai dit, parce qu'analyser les sorties de guerre, cela veut dire aussi prendre en compte la situation de celles et ceux qui sortent de la guerre. C'est pas la même chose si on est vainqueur ou si on appartient à une collectivité vainqueur ou si l'on appartient à une collectivité vaincue, par exemple. La notion de défaite, la notion de victoire, aujourd'hui en particulier, est très discutable. Parce que les sociétés peuvent être plus ou moins brutalisées par le conflit, à titre collectif et ensuite individuel. Donc tout ça peut compliquer éventuellement les choses, fait que la sortie de guerre n'est pas un isolat pur et parfait. Et puis la dernière chose à laquelle il faut être attentif ou attentive, c'est qu'il peut arriver que des phénomènes qui existaient avant le conflit se soient transformés en phénomènes à bas bruit durant le conflit et réémergent après, mais des phénomènes qui n'ont rien à voir avec le conflit lui-même. Donc il faut prendre garde à ne pas les intégrer dans la sortie de guerre, parce que c'est complètement autre chose, vous voyez. Bref, tout ça est compliqué et donc très très rigolo. Autre élément essentiel, celui-là.
Alors, c'est une spécialité Sciences Po, ça, chez nous. Mais c'est l'idée que pour des historiennes et des historiens qui travaillent sur les sorties de guerre notamment, les anthropologues, les archéologues, les philosophes, les juristes, je vais revenir sur les juristes, les sociologues, les géographes, les psychologues, psychiatres, canalistes, ont évidemment des choses à nous dire. Évidemment des choses à nous dire. Et donc, la pluridisciplinarité est une obligation. Ce qui peut rendre les choses compliquées. J'ai eu la chance d'être invité pendant 2 années à l'université Yale aux États-Unis et de monter avec un collègue historien et un collègue psychiatre un séminaire sur les traumatismes psychiques de guerre. C'était en anglais, c'était à Yale dans le Connecticut, et on avait un problème de langue. Pas du tout anglais-français, parce que ça, c'était pas un sujet, mais les 2 historiens que nous étions ne parlions pas du tout la même langue que le psy. Et réciproquement, mon général. C'est-à-dire, évidemment qu'on voulait se parler, mais simplement, en fait, on n'utilisait pas les mêmes mots, vous voyez, le même vocabulaire. Et puis pour le psy, Dean Aikins, qui était absolument adorable, la contextualisation, oui, bon, d'accord, mais on va faire ça vite, quoi. Pour nous, historiens, historiennes, c'est essentiel, vous voyez. Donc, pluridisciplinarité, ce qui ne veut pas dire que les choses sont complètement simples. Et le dernier élément, c'est ça. Des sources aussi nombreuses que variées. Alors, il y a des sources évidentes, les papiers diplomatiques, par exemple. Je surveille l'heure pour ne pas être trop long. Les sources produites par les armées, par les institutions judiciaires. Le courrier postal. Passionnant, le courrier postal. Mais une catastrophe aujourd'hui. Parce que le courrier postal avec des lettres qu'on écrivait, c'est devenu le courrier postal avec des emails. Et alors là, les emails, il y en a des... Enfin, c'est absolument monstrueux. Comment vont faire? Moi, je suis content d'être relativement vieux, vous voyez, c'est-à-dire que je peux m'intéresser au courrier postal, celui d'avant. Mais alors, les emails, au secours, comment vont-ils faire? Je n'en sais rien. Nous travaillons beaucoup avec les productions du monde de l'art. Passionnant, absolument passionnant. Évidemment, autant que possible, avec les documents du fort privé, des lettres personnelles, des journaux intimes, des journaux de guerre, vous voyez, ce genre de choses. Et l'idée est aussi d'inventer les sources. Pas d'inventer les sources au sens négatif du terme, au contraire, d'inventer les sources, c'est-à-dire de se dire que quelque chose est en fait, à côté de quoi on aurait pu passer, en fait, est une source. Le territoire, un paysage, par exemple, un exemple. Des morceaux de musique, des objets. Les objets sont sources. L'histoire par les objets est un truc absolument passionnant, difficile à faire, mais absolument passionnant. Dernier point, il faut se méfier lorsque l'on travaille sur les sorties de guerre et que l'on travaille sur les sources. Enfin, quand on choisit les sources, il faut absolument se méfier de ce que nous appelons les effets de source. Mais oui, quand les choses se passent mal, il y a beaucoup de sources. Il y a des témoignages si ça se passe en justice, il y a des jugements qui sont rendus, il y a des dossiers épais comme ça, pour et contre, la défense et la partie civile. Ou alors il y a des dossiers épais comme ça d'expertise psychiatrique. Et donc on peut se dire, voilà, s'il y a des sources de ce type, c'est que toutes les sorties de guerre se passent mal. Ben non, bien sûr. Donc l'effet de source, c'est que bien sûr, quand ça se passe mal, il y a beaucoup plus de sources. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas considérer que l'épaisseur, la quantité de sources disponibles est directement corrélée à l'ampleur de la difficulté des sorties de guerre. Pour certaines personnes, ça va plutôt bien. Ça ne veut pas dire que ça va totalement bien, mais ça va plutôt bien. Pour beaucoup de gens, ça va plutôt bien. Voyez. Mais donc, impossible effet de source. Alors, deuxième temps, l'idée, le message, c'est que les sorties de guerre ont longtemps été... Les créateurs de cette chose, de cet objet, et donc les premiers analystes de cet objet, la sortie de guerre, ce sont les historiennes et les historiens de la Première Guerre mondiale. Donc voilà, il faut rendre hommage à ces découvreurs, ces pionniers et pionnières. Ensuite, les quelques historiens, historiennes de la Seconde Guerre mondiale, comme votre serviteur, nous nous sommes efforcés d'appliquer cette notion, Première Guerre mondiale, de l'appliquer à notre conflit. Eux l'avaient appliqué à la répétition générale, la Première Guerre mondiale. Nous l'avons appliqué à la vraie guerre, la grande, la vraie, l'énorme. Vous voyez, c'est ça l'idée. Je plaisante bêtement. La même démarche a été adoptée par les spécialistes des conflits réguliers de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Et à chaque fois, nous avons constaté que ça fonctionnait. Que cette grille d'analyse, établie par des collègues remarquables, spécialistes de la Première Guerre mondiale, fonctionnait pour la Seconde Guerre mondiale et aussi pour les quelques conflits réguliers qui avaient précédé la Première.
Donc la notion a prouvé ses vertus heuristiques. Et donc, un beau jour de février 2020, le directeur des éditions Passé Composé, que vous avez évoqué, Christelle, est venu me trouver, parce que j'avais un peu travaillé depuis 20 ans, notamment sur ces sujets, est venu me trouver pour me proposer de diriger un ouvrage à plusieurs voix qui ferait le point sur la question, mais en se fixant de remonter dans le temps. De ne pas se limiter à la fin du 19e, on va dire jusqu'à la Seconde Guerre mondiale incluse, mais de remonter bien en amont dans le temps. Et donc, en réfléchissant, en songeant à qui pourrait participer à ce livre collectif, nous avons finalement défini 9 temps guerriers. 9 temps guerriers desquels il allait s'agir d'étudier les sorties de temps guerriers. Donc, les guerres de religion, donc nous sommes au XVIe siècle, comme je l'ai indiqué. Et donc, dans le livre, nous considérons Nicolas Leroux, qui est un éminent spécialiste de la question, pas moi. Nicolas Leroux considère les guerres de religion au sein de la Confédération helvétique, dans le Saint-Empire romain germanique, en France évidemment, et aux Pays-Bas. Ensuite, nous avons considéré la guerre de 30 ans. Mais vous voyez, le manque, on dit toujours la guerre de 30 ans, 1618, 1648, mais là, il manque un S. Normalement, ce sont les guerres incluses dans la guerre de 30 ans, parce qu'il y a 13 conflits. 13 conflits en 4 périodes. En fait, ça n'a pas arrêté de se succéder et de se recouvrir. Si bien que l'étude faite par Mary Lindemann, qui est prof en Floride, était très compliquée, mais ça ne l'a pas empêché de rédiger un chapitre ébouriffant. Regardez d'ailleurs le résultat. Ensuite, les guerres de la Seconde Guerre, ce qu'on appelle la Seconde Guerre de son temps, donc depuis le début de la seconde moitié du règne de Louis XIV jusqu'au début de la Révolution française. Donc vous voyez, c'est une longue période, quasiment un siècle, un peu plus d'un siècle, avec deux grands temps, l'un sous Louis XIV et pour la France, l'autre plutôt sous Louis XV. Alors, je ne vais pas vous faire la succession des guerres, ça n'aurait strictement aucun intérêt. Là, ce sont 2 collègues, Benjamin de Ruelle et Bernard Guénaud, qui se sont mis au travail ensemble parce que c'était très considérable. Et puis après, vous le voyez, je serai plus rapide. Considérer la sortie des guerres de la Révolution et des guerres napoléoniennes en Europe et dans le vaste monde, notamment en Amérique latine, en Amérique du Sud, où se sont recyclés des vétérans des armées napoléoniennes en mal de guerre, et donc ils sont partis la faire ailleurs, donc pour toutes les guerres d'indépendance. Les guerres de la seconde moitié du XIXe siècle, quelques-unes en Europe, sur le territoire européen, et la plupart dans les territoires qui deviennent des territoires impériaux, des territoires coloniaux. Un chapitre, honnêtement, j'aime beaucoup la guerre civile américaine, elle est passionnante, mais donc, certes, je suis partial, mais c'est un chapitre merveilleux écrit par Brian Jordan, qui est du Texas, sur la guerre civile américaine et surtout la sortie de guerre civile américaine. Un chapitre étonnant. Et là, c'est terrible parce que je lui ai demandé de venir parce c'est un très bon spécialiste, mais moi, je l'ai connu à Yale, il était doctorant, donc il était tout petit. Maintenant, il est devenu grand. Très clairement, il est devenu grand. Quel chapitre? 2 chapitres merveilleux, Clémentine Vidal-Naquet, Julie Legac pour la Première et la Seconde Guerre mondiale. Et puis enfin, un chapitre à 4 mains sur les conflits depuis 1945, qui sont pour beaucoup d'entre eux des conflits asymétriques. Voilà. Et ce que nous avons constaté, c'est que ce pari de la comparaison est un pari réussi. Est un pari réussi parce que, bien sûr, les origines, les natures, les géographies, les contextes géopolitiques, stratégie, armement, logistique, tout ça diffère d'un conflit à l'autre, beaucoup de différences, mais en matière de sortie de guerre, beaucoup de similitudes. C'est-à-dire que cette grille établie par les merveilleux collègues de la Première Guerre mondiale, étendue juste avant, en fait, marche très bien si l'on remonte jusqu'aux guerres de religion. Et donc, 4 temporalités pour les sorties de guerre avec des exemples. Enfin, je vais m'efforcer de vous en donner, tirés d'un peu, de chacun des chapitres. La première temporalité, c'est cesser de se battre. Et là, vous vous dites, tout ça pour ça, honnêtement, franchement, il est brillant, mais c'est nul, quoi. Non, honnêtement, oui, sortie de guerre, on cesse de se battre. Mais en fait, c'est pas si évident de cesser de se battre. Parce que l'idée, c'est que, bien sûr, il y a des manœuvres diplomatiques, des manœuvres politiques. Le cas échéant, une petite révolution, une petite révolte, un début de guerre civile, vous voyez. Mais l'idée, c'est qu'il y a donc une période d'arrêt progressif des combats. Souvent, c'est très progressif. C'est extrêmement progressif. Et le plus souvent, généralement,
la période d'arrêt des combats est marquée par un surcroît de violence. Un surcroît de violence contre les individus, c'est-à-dire le camp d'en face, les soldats d'en face, et aussi les civils d'en face. Je veux dire, les armées vainqueurs vont entrer sur le territoire du pays vaincu en continuant à tuer le maximum, parce tout le monde est un peu énervé à ce moment-là, des adversaires en armes en face, et puis en passant un certain nombre de civils. Et je dis tuer, ça c'est quand ça se passe vite et bien. Mais souvent c'est pire. Là, ça peut être le théâtre, le moment de période d'extrême violence. D'accord ? Et ces surcroîts de violence se manifestent également contre les infrastructures. Pensez au nord-est de la France, lorsque les armées allemandes ont quitté le nord-est de la France à la fin de la Première Guerre mondiale. Ah oui, ils sont partis, mais ils ont tout cassé. Ils ont fini de tout casser. Ce que les combats n'avaient pas cassé, ils l'ont fait. D'accord ? OK, on a officiellement perdu, mais on va les faire payer un peu plus, ces Français. D'accord ? Donc, atteinte redoublée aux infrastructures et atteinte redoublée à l'environnement. Quelquefois, ce sont des atteintes à long terme. Oui, quand il reste beaucoup d'armes chimiques à la fin de la Première Guerre mondiale et qu'on décide, ces obus, de les enterrer, l'idée est excellente. Sauf que la corrosion aidant, ça commence à fuir. Et au bout de quelques décennies, ça fuit franchement dans les nappes phréatiques. D'où des forêts, certaines forêts qui sont en très mauvaise forme. Pour parler par euphémisme typiquement britannique, j'adore les Britanniques où j'ai vécu 6 ans, chez qui j'ai vécu 6 ans. Donc atteinte redoublée aux infrastructures et à l'environnement, et quelquefois atteinte décalée à l'environnement, mais ça fait partie de la sortie de guerre. C'est-à-dire les forêts du nord-est de la France, certaines forêts ne sont toujours pas sorties de la Première Guerre mondiale, sans parler de celles dans lesquelles il est impossible de crapahuter parce qu'il reste encore quelques petites choses qui peuvent exploser dans le sol et où les arbres sont encore criblés d'éclats, de balles, etc. etc. En plus de cela, la fin des combats peut être suivie par des périodes d'occupation et ou d'épuration, tout dépend de ce qui s'est passé et du pays considéré, ce qui veut dire que des violences effectives et ou symboliques peuvent avoir lieu. L'exemple évident qui vient à l'esprit, ce sont les femmes tondues à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez, voilà, je vais m'abstenir de commentaires, mais c'est tout de même assez, si j'en fais quand même un, c'est complètement révoltant. Quelle qu'ait été l'attitude des uns des autres, bref, il y a probablement de meilleures façons de fonctionner. Et donc, cesser de se battre, en fait, c'est un vrai sujet, pas simple du tout. Je vais vous donner 2 ou 3 exemples complémentaires. Un excellent collègue allemand qui est directeur du Centre d'histoire de la guerre à University College Dublin, donc en Irlande, Robert Gerwarts, a écrit un bouquin qui s'appelle « Les vaincus ». C'est un spécialiste, entre autres, de la Première Guerre mondiale, et en fait, son livre considère la période 1917-1923. Donc si officiellement tout s'est arrêté le 11 novembre 1918, en pratique, dans le centre et l'est de l'Europe en particulier, les choses ont continué pendant 5, 6, 7 ans, vous voyez. Donc voilà, porosité entre le temps de guerre et le temps de paix. Ce n'est pas parce qu'on décide d'arrêter les combats qu'ils s'arrêtent effectivement. Le deuxième exemple, ce sont les populations déplacées. C'est assez fascinant de voir dans le livre qui était là-bas et dont vous avez vu la couverture que les populations déplacées de la guerre de 30 ans, 1618-1648, avec la notion de repeuplement, parce qu'on en a tellement déplacé, on en a tellement tué que les personnes au pouvoir dans les différents États concernés ont décidé d'organiser des opérations de repeuplement, que ces populations déplacées de la guerre de 30 ans répondent aux Acadiens, par exemple. Les Acadiens, donc on est à l'est, à l'extrême est de l'actuel Canada, et qui sont déplacés en 1755 par les Britanniques, parce que ce sont des gens qui sont plutôt francophones, plutôt catholiques, et qui n'ont aucune raison de rester ici, donc on les déplace. Alors on les déplace vers ce qui va être la Nouvelle-Angleterre, ce qui plus tard devient la Nouvelle-Angleterre, ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle-Angleterre. On les déplace vers l'Angleterre, le Royaume-Uni, mais on les déplace, et c'est un déplacement épouvantable, absolument épouvantable. Donc, guerre de 30 ans répond à la guerre de 7 ans, 1756 et 1763, répond au déplacement de populations d'origine allemande. Ce sont des millions et des millions de personnes déplacées de force à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis répondent aussi les opérations de purification ethnique à la fin de la guerre en ex-Yougoslavie. 4 exemples, mais il suffit de se baisser pour les ramasser. Il y en a partout, c'est épouvantable.
Et je disais atteinte à l'environnement, mais je manque de temps, donc voilà, vous avez compris le pitch. L'environnement trinque beaucoup à la fin de la guerre. Et ça marche dans tous les conflits que nous avons étudiés, malheureusement. Deuxième temps, les retours. Les retours des populations qui, pour une raison ou pour une autre, ont été déplacées par le conflit, quel que soit leur statut, civil, militaire, combattants en uniforme résistants, partisans, déportés, réfugiés. Oui. Des retours donc qui suivent, c'est le deuxième temps, qui suivent l'arrêt des combats, des retours dont les rythmes et les procédures vont varier précisément selon la nature du conflit et aussi selon le statut des personnes considérées. Et là, les choses deviennent particulièrement stimulantes au sens où, en fait, l'entrée en guerre signifie souvent un basculement identitaire. Le conflit peut provoquer des basculements identitaires selon que on était civil, on devient partisan. Donc voilà, on a une identité qui a évolué. Mais c'est la même chose après la guerre. C'est-à-dire qu'il y a évidemment un basculement identitaire, un basculement intime. Il faut redevenir civil, cesser d'être combattant, cesser d'être réfugié, cesser d'être déporté, cesser d'être prisonnier, n'est-ce pas ? Mais ce basculement identitaire n'est pas un basculement identitaire retour. C'est-à-dire, on ne redevient pas ce qu'on était avant. Ça, c'est pas vrai. Ça ne marche pas. On devient quelqu'un d'autre, avec probablement des points communs avec la personnalité d'avant la guerre, mais ce ne sont pas que des points communs. Voilà. Donc, basculement identitaire, il faut se déprendre d'une identité de combattant, de prisonnier, je le dis, de déporté. Voilà. Il faut retrouver un espace intime, celui d'avant la guerre, pour autant qu'il existe encore. Un espace intime qui peut exister encore, mais avoir été abîmé par le conflit. Il arrive aussi qu'on ne puisse pas retrouver un espace intime, soit parce qu'on ne peut pas rentrer dans son pays, soit parce qu'il a été détruit, et donc il faut le recréer, n'est-ce pas ? Et puis, il faut redevenir un fils, une fille, un époux, une épouse, un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, un enfant, enfant c'est fils, fille. Et ça, c'est pas évident. L'exemple que j'aime beaucoup donner, alors je pense que vous avez entendu parler d'un général de brigade à titre temporaire, qui a lancé un appel là, le 18 juin 1940. Donc il a lancé son appel, il l'a lu à la radio, n'est-ce pas, à la radio britannique. Bon. Et cet appel, il l'avait écrit, alors si vous avez déjà regardé la façon d'écrire du général de Gaulle, c'est juste épouvantable. J'ai publié il y a longtemps un dico de Gaulle et on a montré des exemplaires, des exemples de son écriture, c'est juste illisible. Et donc évidemment, le discours a finalement été tapé par quelqu'une qui s'appelle Élisabeth de Miribel. Elle était là, elle a rendu service, Élisabeth de Miribel a tapé le discours. Donc elle est à Londres tout de suite, c'est une Française libre de la toute première heure. Mais elle est très jeune. Et puis c'est une femme. Donc elle n'est pas majeure. Ah oui, elle ne vote pas. Elle ne vote pas, et vous rappelez que les femmes ont commencé à pouvoir signer des chèques en France au milieu des années 60, n'est-ce pas ? Avant, il fallait demander l'autorisation à monsieur. C'est compliqué quand même. Enfin, à mes yeux au moins. Et donc, elle est restée française libre, elle a accompli tout un tas de missions plus ou moins réussies, parce que personne ne peut tout réussir, mais elle n'a pas cessé le combat. Et puis un beau jour, elle est rentrée à Paris. Donc là, on est à l'automne 45, et elle est arrivée chez elle, chez ses parents. Voilà. Et elle a été accueillie, alors elle l'a raconté, et ça m'a été raconté par une amie intime à elle, par son père, comme un papa accueille sa fille qui rentre 2 heures après les minuit autorisés. C'est « Bon, maintenant, tu vas nous dire ce que tu as été faire là-bas. » Bon, alors moi, j'ai juste tapé l'appel du 18 juin et fait 2 ou 3 autres trucs, vous voyez. C'est pas très simple quand on rentre et qu'on est traité comme ça. Je n'ai rien contre le papa de Madame de Miribel, c'est pas le sujet. Mais ce que je veux dire, c'est que là, cette reprise d'une vie intime, qui sur le papier devrait se dérouler très très bien, en fait, n'est pas toujours simple et souvent, le plus souvent, très compliqué. L'autre exemple facile, ce sont ces enfants qui ont vu revenir à la fin des guerres mondiales, donc des guerres longues. Là, on a des témoignages. Ils ont vu rentrer papa qui était prisonnier de guerre, donc absent pendant 4 ans. Et donc voilà ce type qu'on a un peu oublié parce qu'on était tout petit quand il est parti. Maintenant, on le voit qui arrive, qui donne des ordres, qui est censé incarner une figure d'autorité, qui en plus me prend la place dans le lit avec maman parce que c'était bien de faire un câlin à maman et de rester près d'elle, etc. Maintenant, c'est lui et j'ai plus le droit de venir. Et il y a des témoignages absolument graphiques des enfants qui disent « Non, mais ça va... » Enfin, pardon de le formuler comme ça, mais ça va pas la tête. Qui c'est ce type, quoi, vous voyez. Donc, redevenir un enfant, c'est de quelqu'un qui a été longtemps absent et qui, de surcroît, souvent rentre fatigué, voire très fatigué, voire traumatisé, voire tout. C'est extrêmement difficile. Et puis, interviennent également
tous les processus liés à la réinsertion dans une vie sociale, dans une vie estudiantine, dans une vie professionnelle, n'est-ce pas? C'est pas évident du tout. Ça paraît évident sur le papier, mais en fait non. Et tout ce qui concerne la prise en charge des gens qui sont physiquement abîmés et ou psychiquement abîmés. Et on tombe là sur ce qu'on appelle aujourd'hui les traumatismes psychiques de guerre ou les post-traumatic stress disorders en bon français. Voilà. Et donc cette prise en charge peut être compliquée. Et là encore, des exemples fascinants surgissent du livre. Le retour, vous voyez, vous prenez la guerre civile américaine. Il y a eu des vainqueurs, les soldats de l'Union, le Nord, et des vaincus, les soldats du Sud, les soldats de la Confédération. Bon. Spontanément, on pourrait se dire que les vainqueurs ont été très bien reçus et les vaincus pas bien reçus. Ben non, c'est l'inverse. C'est ce que montre Brian Jordan. Les soldats de l'Union ont eu droit à une immense parade magnifique, superbe, à Washington, et puis ensuite, ça a été difficile. Dans le Sud, c'était très différent. Le Sud blessé, le Sud meurtri, le Sud vaincu, ben les choses ont été bien moins difficiles, on va dire. Pas plus faciles, mais moins difficiles. Prendre en charge les vétérans. Ben c'est là que Louis XIV répond, qui a créé les Invalides, répond aux Veteran Centers aux États-Unis. Vous voyez, et donc là, on a 2 chapitres, donc le 3e chapitre et le 9e chapitre qui se parlent en fait. Et on voit que ça marche complètement, les problématiques sont les mêmes, les décisions se ressemblent et les résultats se ressemblent peu ou prou, même s'il y a eu plus de moyens aux États-Unis qu'il n'y en a eu à l'époque en France. Je vous disais des sources. Vous avez sans doute vu passer les affiches du film Le 4e mur, il y a 1 an et demi, 2 ans. Donc c'est un film qui est tiré d'un remarquable livre de Le 4e mur de Sorge Chalandon et qui met en scène un homme qui, pour différentes raisons, se trouve au Liban au moment des massacres de Sabra et Shatila, qui entre dans le camp de Shatila après le massacre que nous savons, et en fait, il s'en sort pas. Oui, il sort du camp. Il rentre en France, puis il repart. Et puis voilà, enfin, vous lirez le bouquin. Le film, je ne l'ai pas vu, je l'avoue. Le bouquin est juste pas drôle, hein, mais absolument merveilleux. Très fort inspiré de l'expérience personnelle de Sorge Chalandon, qui était journaliste à Libération et qui est allé là-bas à ce moment-là. Et tout ça fait que, pour les historiens comme moi qui s'intéressent au sens et aux sensibilités, qui s'intéressent aux émotions, évidemment, les sorties de guerre sont des sujets absolument passionnants parce que c'est bourré de sensibilités meurtries, plus ou moins. C'est bourré de phénomènes émotionnels, individuels et collectifs, vous voyez. Et donc, évidemment, c'est un terrain de chasse, si je puis dire, absolument merveilleux. Troisième temps, je bois. Non, parce que mine de rien, c'est la 3e fois que je m'exprime devant un public aujourd'hui. Il y a eu le cours magistral ce matin sur notre merveilleux campus, le séminaire cet après-midi avec vous, mesdames, et puis donc vous, au public aimé, comme on dit, n'est-ce pas, ce soir. Le 3e temps est un temps, vous voyez le titre, donc, dans lequel intervient ce processus qui s'appelle la démobilisation culturelle. Et là, je cite un remarquable historien qui s'appelle John Horne, qui est un spécialiste à l'origine de la Première Guerre mondiale. Bon, en pratique, c'est un remarquable historien tout court, qui est, comme tous les très grands, absolument délicieux, bienveillant. Enfin, c'est un type merveilleux. Il est juste très énervant parce qu'il parle un français, bien que anglophone d'origine, probablement meilleur que le mien, avec un accent, honnêtement, il faut vraiment le chercher pour le trouver. Donc John, pour ça, est très énervant, mais pour le reste, c'est le meilleur d'entre nous. Et il a mis en évidence ce qu'il appelle la démobilisation culturelle. L'idée, c'est qu'au terme d'un conflit, quel qu'il soit, il faut se démobiliser culturellement, c'est-à-dire sortir de ce que l'on peut appeler une culture de guerre. Voilà. Et il identifie quatre étapes ou 4 moments, 4 sous-processus dans ce processus plus large de démobilisation culturelle. La première caractéristique, le premier sous-processus, c'est l'idée de construire, la construction d'un futur à la hauteur du sacrifice consenti. Et en fait, on constate, pour la plupart de ces conflits que nous avons étudiés, que la fin du conflit, le processus de sortie de guerre, est sur le court et surtout sur le moyen terme, littéralement envahi, dans le bon sens du terme, par des processus de réforme en tout genre. Voilà, de réforme, de rénovation,
d'amélioration de la situation qui préexistait à la guerre. Donc l'idée, c'est de créer un futur qui justifie en quelque sorte le sacrifice consenti par la collectivité qui a fait la guerre. Qu'elle ait gagné ou perdu, peu importe, c'est un sacrifice. Des gens sont morts, des gens sont revenus blessés, traumatisés, les infrastructures, je l'ai dit, sont abîmées, l'environnement n'est pas en forme, l'économie va mal. Eh bien, construisons quelque chose qui justifie en quelque sorte ce sacrifice considérable. Le deuxième élément, le deuxième sous-processus, c'est la déconstruction de la figure de l'ennemi. C'est-à-dire qu'il faut réhabiliter l'ancien ennemi. Il faut décider que ces gens contre lesquels on s'est battu, à propos desquels on a reçu l'ordre de les tuer, et si possible de les tuer en grand nombre, peu importe les méthodes, oui, ce sont d'anciens ennemis, mais ce sont surtout des êtres humains. Voilà. Et donc, il faut réussir à décider que l'allemand n'est plus le Hun, le germain, l'individu à tuer par tous les moyens possibles. D'accord. Alors, ça paraît évident, ça, mais en fait, ce n'est pas évident du tout. Parce qu'évidemment, la capacité à se démobiliser culturellement dépend beaucoup de l'expérience qui a été vécue par celle ou celui qui doit se démobiliser culturellement. Et là, je vais donner l'exemple d'un monsieur que j'ai eu la chance de rencontrer, un autre monsieur exquis qui s'appelle toujours, même s'il est mort maintenant, Jean-Louis Crémieux-Briac. Jean-Louis Crémieux-Briac, c'était, quand je l'ai connu, un monsieur, donc vous voyez, imaginez ma taille, un peu plus fluet que moi, d'un certain âge, à la fin d'un âge certain, tout gentil, tout bienveillant, adorable, qui a été mobilisé en 1940. Mobilisé en 1940, fait prisonnier, comme beaucoup de Français, et ça n'est pas péjoratif dans ma bouche, et donc mis dans un... Il était officier, donc dans un Oflag, en l'occurrence en Poméranie, loin à l'est. Et avec un certain nombre de camarades, au printemps 1941, ils ont réussi à s'évader. Donc les voilà sortis de l'Oflag, extraordinaire, et la question c'est, bon, on va où? Et évidemment, ils sont allés au plus près, c'est-à-dire en Union soviétique. Qui, à l'époque, printemps 1941, est encore l'allié du Grand Reich de Milan, n'est-ce pas? Donc, évidemment, ils sont immédiatement mis en prison. Heureusement pour eux, le 22 juin 1941 intervient, et donc on les sort de prison, puisque tout d'un coup, l'Union soviétique est devenue alliée de la résistance ou des pays qui résistent au nazisme et au fascisme. Et on leur pose la question, vous voulez rentrer en France ou vous voulez aller à Londres, là où il y a ce petit groupe de Français libres? La majorité rentre en France. Une minorité, dont Jean-Louis Crémieux-Briac, choisit Londres. Et donc voilà Crémieux-Briac qui se retrouve au tout début de l'automne 1941 à Londres. Et il fait partie de ceux qui, évidemment, sont conduits à rencontrer le général de Gaulle et ne s'en sont jamais remis. Ce qui ne l'a pas empêché de ne pas toujours suivre le général de Gaulle après la guerre, mais il a raconté quand même là, c'était quand même un choc. L'homme était assez impressionnant. Son entrée dans la salle faisait bizarre. Même, encore une fois, il n'a pas du tout été un gaulliste forcené après la guerre. Ce n'est pas la question. Et il est resté français libre jusqu'à la fin de la guerre, mais il est resté à Londres. Il a voulu partir en mission secrète en France, mais ça n'a pas été possible. Donc quoi? Donc il a fait une guerre normale. Pas une guerre, extrême violence, massacre. C'est la guerre de 40, donc c'est la guerre, hein, c'est terrible. Il y a des morts, il y a des blessés. On a peur, on a froid, on a faim, on n'est pas bien. Bon. Après, il a été prisonnier de guerre, mais pas dans un camp terrible. Et donc c'est pas drôle d'être prisonnier de guerre, mais ça n'a pas été un camp de représailles, par exemple. Et ensuite, Londres. Et Jean-Louis Crémieux-Briac me disait, vous savez, avant la guerre, j'étais wagnérien. J'adorais Wagner. Je ne pouvais pas passer une journée sans écouter un peu de Wagner. Mais après la Seconde Guerre mondiale, il m'a fallu attendre 1958 pour pouvoir réécouter un tout petit peu de Wagner. Voilà. Parce que Wagner, Wagner, c'est une certaine musique. Ce sont aussi certaines convictions, notamment antisémites, à la fin de la vie de Wagner. Et puis c'est aussi un compositeur qu'un certain Führer aimait beaucoup, paraît-il. Et donc, Jean-Louis Crémieux-Briac m'a dit, vous savez, il m'a fallu 13-14 ans pour pouvoir en réécouter un peu, parce qu'il n'avait pas démobilisé culturellement, tout simplement. Et encore une fois, ça venait d'un type ultra gentil, d'un monsieur, pardon, cher maître, d'un monsieur ultra bienveillant et qui n'a pas vécu une guerre horrible. C'était la guerre, certes, mais pas horrible. Donc, démobilisation culturelle, c'est pas forcément simple. Troisième idée, reformer les communautés supranationales qui ont été abîmées par la guerre. Oui, faire en sorte que les scientifiques qui se parlaient avant le conflit se parlent à nouveau après le conflit. Mais communauté, ça peut aussi être des communautés religieuses. Ça peut aussi être des communautés sportives. Première Guerre mondiale. Elle se termine officiellement au moins en 1918. Jeux olympiques en 1920. Il n'y a pas d'athlètes qui représentent les pays vaincus.
Jeux olympiques en 1924. Il y a des athlètes qui représentent les pays vaincus, sauf l'Allemagne. Non. 1928, les athlètes allemands reviennent. Et c'est pas seulement parce que ce sont les Allemands qu'on les aime pas, c'est aussi très pratiquement parce que qu'est-ce que ça va donner à la fin d'une compétition X ou Y entre les supporters de l'équipe vainqueur, mettons la France, et les supporters de l'équipe vaincue, l'Allemagne, et réciproquement, mon général, vous voyez. Donc c'est aussi ça. C'est-à-dire faire le pari que les athlètes, on peut les accueillir, mais aussi que le public va admettre ces gens de l'autre pays. Et puis, le dernier élément, c'est l'abandon de la violence, c'est la montée du pacifisme, d'où ces entreprises que nous connaissons bien pour le XXe siècle, par exemple, création de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale, création de l'ONU après la Seconde Guerre mondiale, pour essayer d'éviter que de nouveaux conflits surgissent, ou faire en sorte de les maîtriser, voilà. Mais de façon plus positive, création de la Communauté européenne. Ça a plutôt marché. Cara, mais ça a plutôt marché. Voilà, donc, démobilisation culturelle. Processus judiciaire que nous trouvons dans tous les conflits, dans les 9 chapitres que nous avons étudiés. Processus judiciaire. Et là, avec une nouveauté pour le XXe siècle, et le XXIe siècle commençant, enfin depuis 25 ans maintenant, c'est que les justices nationales, qui ont travaillé depuis très 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 longtemps, sont maintenant accompagnées de processus judiciaires internationaux. Alors les 2 grands moments de démarrage de cette affaire, c'est Nuremberg et Tokyo, bien sûr, au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Mais maintenant, ce sont ces deux types de justice qui fonctionnent et qui jouent un rôle croissant depuis 1945, nous le savons bien. Et c'est là que tous les chapitres, de 1 à 8 compris, parlent au 9e chapitre sur les conflits depuis 1945. Donc, rôle croissant de la justice avec un rôle important, croissant, des réparations. Quelles réparations imagine-t-on donner? À qui? Pourquoi? Et avec quelle amplitude? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est du territoire? Est-ce que c'est de la réparation symbolique? Vous voyez, ce sont de vrais débats. Ce 3e temps, on est toujours dans le 3e temps, c'est aussi le temps du deuil. Et ce temps est possiblement très très long, possiblement infini. C'est là qu'on rentre vraiment dans l'infini, en tout cas à mes yeux. A fortiori, dans la mesure où les pertes, compte tenu de la capacité sans cesse améliorée des êtres humains à s'entretuer, les pertes deviennent de plus en plus considérables, et donc le deuil devient de plus en plus omniprésent dans toute sa complexité. Et c'est là que les anglophones sont meilleurs que nous, francophones. Nous avons un mot, deuil. Elles et eux, anglophones, ils ont 3 mots. Grief pour dire la souffrance, pour dire le chagrin. Ils ont un autre mot, bereavement, pour signifier la perte. Tout d'un coup, il y avait quelqu'un, il n'y a plus personne. Enfin, il n'y a plus personne, si, mais différemment. Et puis un 3e mot qui est mourning, pour dire la période de deuil, possiblement infinie. Et là en soi, c'est un sujet extraordinaire, en raison de sa nature, et aussi en raison de son ampleur. C'est un sujet qu'il faut réinvestir à nouveau frais. Un exemple. Quand un homme perd sa femme à la guerre, il est veuf. À la guerre ou ailleurs, d'ailleurs. Et réciproquement, veuve. Jusque-là, si je puis dire, tout va bien. Un enfant qui perd un parent est un orphelin ou une orpheline. Une fiancée qui perd un fiancé à la guerre, ça s'appelle comment? Ça n'a pas de nom. Non, ça n'a pas de nom. C'est pas juste. Un grand-père, une grand-mère qui perd un petit enfant, un petit-fils, une petite-fille à la guerre, ça n'a pas de nom. Vous voyez? Donc, et là, tout d'un coup, on se dit, ah oui, quand même, là, c'est déjà pas très simple pour les parents, c'est déjà épouvantable pour les parents. Les psys disent qu'on atteint là des niveaux de souffrance parmi les plus élevés qu'il est possible d'infliger, psychique, qu'on peut infliger à un être humain. Donc c'est déjà épouvantable pour des parents, mais les grands-parents. Vous avez entendu parler de ces grands-parents ukrainiens qui disent « Bon, c'est bon, moi je vais y aller, moi, comme ça, il va pouvoir rentrer un peu. » Donc le gars, il a 60 ans, à mon âge, et il remet le sac à dos que j'ai porté comme lieutenant il y a très longtemps, et lieutenant de réserve, hein, je vous rassure. Enfin, je vous rassure, j'ai pas fait de carrière militaire, j'ai juste fait historien, c'est déjà beaucoup. Et, en tout cas pour moi. Et il y retourne avec un rôle différent, mais l'idée, c'est je vais le sauver, quoi. Je vais éviter cette inversion atroce de l'ordre des générations.
Vous voyez. Donc le deuil est quelque chose c'est un sujet sans fin, monstrueux et passionnant. Autre exemple, vous prenez le prix Médicis étranger 2013. Ça s'appelle « Une femme fuyant l'annonce » par un écrivain, un remarquable écrivain israélien, David Grossman. Il faut lire ce livre, 800 pages, pas simple, magnifique. Et alors là, c'est l'histoire d'une femme qui s'appelle Ora, et son fiston, son deuxième fils, part en mission, au terme de son service militaire de 3 ans, part en mission avec ses camarades de l'armée israélienne. Et elle est totalement tétanisée par cette idée, par le fait même qu'il pourrait revenir abîmé, voire qu'il pourrait ne pas revenir. Et donc, le titre, ça raconte en fait l'histoire de cette femme qui décide, bon, en fait, c'est très simple, je vais partir de chez moi. Comme ça, l'administration militaire ne pourra pas me trouver pour m'annoncer la terrible nouvelle, et donc il ne va pas mourir. Donc c'est ça le pitch du bouquin, si je puis dire. Le mot pitch ne rend pas du tout hommage à ce livre assez extraordinaire. Et donc elle part avec un homme qui est un amour de jeunesse et qui pourrait être le papa du jeune homme. Vous verrez. Mais lisez ce livre, Une femme fuyant l'annonce. Et ça dit, mais de façon terrible, ce qui traverse la tête de cette maman, à l'idée que. Le plus fascinant de tout ça, c'est que David Grossman avait 3 fils. Et que lorsqu'il écrivait le bouquin, son deuxième fils faisait son service militaire. Et donc régulièrement, il parlait avec son papa, comment ils vont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui leur arrive, etc., etc. Et puis à la toute fin de son service militaire, le fils a été tué au Liban. Et donc David Grossman dit, voilà, la fin de l'écriture du livre a été inscrite dans l'expérience, notre expérience. Épouvantable, absolument épouvantable. Et puis enfin se déploie la question du dire la guerre ou de ne pas le dire. Je vous rassure, à la fin, ce sera beaucoup plus rapide de ce que j'ai à dire et que j'ai quasi terminé. Dire la guerre ou ne pas dire la guerre. 19e siècle, j'en ai pas beaucoup parlé, et pourtant, j'ai donné ce cours sur le long 19e pendant 9 ans sur le campus. J'ai arrêté cette année parce que j'ai trop de trucs à faire par ailleurs, et j'ai le cœur littéralement brisé d'avoir laissé ce cours que j'adorais. Vous prenez Le médecin de campagne d'un auteur français qui s'appelle Honoré de Balzac, et il y a des pages extraordinaires sur les veillées durant lesquelles les vétérans des armées napoléoniennes, un vétéran en particulier, j'ai plus son nom en tête parce que la journée a été longue, excusez-moi, tout d'un coup il démarre, quoi. Et il part, et il raconte ce qui s'est passé, et puis il enjolive, et puis il est totalement habité par ces campagnes napoléoniennes, par la figure de Napoléon, par la figure des officiers qui l'entouraient, etc., etc. Dire la guerre ou ne pas la dire. Mais se taire ne veut pas dire qu'on ne s'en souvient pas. Vous voyez, il y a une mémoire du silence. Il y a bien sûr une mémoire du silence qui mérite qu'on l'étudie, mais alors, c'est pas très simple, puisque les gens se sont tus. Alors souvent, on a les éléments par les enfants de ces gens ou les petits-enfants de ces gens. Vous voyez, ce qu'on constate très régulièrement, c'est que des grands-parents qui ont été confrontés au phénomène guerrier n'en ont pas parlé à leurs enfants. En revanche, ils en parlent aux petits-enfants. Et c'est là qu'on peut, nous, historiens, historiennes, et récupérer des éléments et essayer de faire notre miel de ce que nous pouvons récupérer. Et puis, dernière étape, dernier temps, le temps des jeux et des rejeux de mémoire. Donc, c'est la quatrième temporalité. Et là aussi, c'est un temps encore plus long que celui de la démobilisation culturelle et possiblement un temps infini. Avec donc des jeux, des rejeux de mémoire, de toutes les mémoires individuelles, les mémoires de groupe, les anciens prisonniers du camp X, les anciens réfugiés de tel endroit, etc., etc. S'ajoute à ça les mémoires scientifiques. À chaque fois qu'un écrivain, qu'un prof parle, boum, il ajoute une couche de mémoire chez celles et ceux qui ont le malheur de l'écouter ou de le lire. Les mémoires officielles. Certains pouvoirs vont décider qu'il faut se rappeler certaines personnes, certains hauts faits, mais pas d'autres, mémoire officielle. Puis après, le pouvoir change et on fait l'inverse, ou on fait différent, vous voyez. Donc, autre couche mémorielle. Et tout ça, ça crée ce qu'on appelle la mémoire collective. Voilà. Et ces différents types de mémoire vont jouer de façon extrêmement labile et rejouer et envahir plus ou moins la vie de celles et ceux qui sont impliqués ou dans ces processus mémoriels. Et là aussi, nos chapitres se parlent. Je vais donner 2 exemples très rapides.
J'ai été absolument... Alors, je travaille, entre autres choses, sur la fin, la sortie de déportation de répression à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et je me suis notamment penché sur un massacre qui est intervenu au cours d'une marche de la mort, ce qu'on appelle une marche de la mort. Un massacre absolument épouvantable. Donc, je ne peux pas vous faire de détails, mais, parce que je n'ai pas le temps et puis ce n'est pas le lieu. Un massacre absolument épouvantable. Et ce qui est absolument fascinant, c'est qu'en travaillant sur ce massacre, en essayant de comprendre qu'est-ce qui a fait que dans cette ville d'Allemagne, tout d'un coup, des gens ont décidé de tuer ces déportés qui passaient à l'arme blanche, quoi. Et 400 ou 500 sont restés morts. Les autres ont continué à marcher vers Bergen-Belsen, en l'occurrence. Qu'est-ce qui fait, pourquoi dans cette ville et pas toutes les autres? Est-ce qu'on peut dire, c'est tous des nazis? Alors évidemment, non, pas plus qu'ailleurs. Pas plus qu'ailleurs. Bon, alors bien sûr, le traumatisme de la guerre, l'idée que le Reich s'écroulait, que derrière, qu'est-ce qui va arriver? On va être occupé, on va être envahi, etc. Donc tout ça est très, très stressant. Mais quand même, un massacre. Bon. Et en fait, si on regarde bien, on jouait des vieux ressorts, ranimés par des écrits qui avaient été republiés en janvier et février 1945 dans la presse locale, des vieux ressorts liés à la mémoire de la guerre de 30 ans. 1618-1648. Longue mémoire. Vous voyez, sortie de guerre, pas forcément finie. Vous voyez, et en fait, ce sont les mêmes idées qui ont été mises en avant pendant la guerre de 30 ans, à la fin de la guerre de 30 ans, avec l'idée, tout ce qui ressemble à un soldat maraudeur, il faut l'éliminer. Donc, roman en 1915, dont les bonnes pages ont été republiées en janvier-février 1945. Voilà, ces déportés qui passent et qui sont un peu dans la ville, ce sont des maraudeurs, on va les éliminer. Le tout, bien sûr, dans le contexte global épouvantable que nous savons, vous voyez. Guerre de 30 ans, fin de Seconde Guerre mondiale, totalement fascinant, épouvantable. Idem pour les mémoires touchées par la perte, touchées par le trauma. Vous voyez, un Français, un vétéran de la Première Guerre mondiale, Jules Isaac, parlait de lui et de ses camarades comme de revenants. Alors, mais oui, des revenants, des gens qui reviennent de la guerre, mais pas seulement. Il dit, nous sommes des revenants, nous sommes des fantômes. Ou au moins, à tout le moins, nous sommes envahis par les fantômes de nos camarades qui, eux, ne sont pas rentrés. Vous voyez, voilà. Et puis, le dernier point, c'est qu'évidemment, lorsque les conflits sont asymétriques, et ça, c'est le 9e chapitre, lorsque les conflits sont asymétriques, alors là, le panorama global est devient encore plus compliqué. Les processus de cessation et de sortie de guerre sont infiniment discutables, et discutés d'ailleurs, et c'est là qu'on est encore plus dans l'infini. Voilà. Je termine là, et je reste à votre disposition pour répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci. C'est là que je vous ai assommé par ma logorée et par ce sujet joyeux. Je vous en prie. Bonjour, merci beaucoup pour cette conférence. Je voulais vous demander comment c'était possible de transmettre le traumatisme de la guerre de 30 ans jusqu'à des gens de la Seconde Guerre mondiale. Alors, je n'ai pas parlé du traumatisme en l'occurrence, je parlais de la mémoire. Ce que je veux dire, c'est que ce sont des processus strictement mémoriels, des processus d'écriture et donc de transmission de récits à l'oral d'abord, et puis ensuite par écrit. Et pas de chance, transmission pile au mauvais moment, si je puis dire, vous voyez. Donc, dans le cas que vous avez évoqué, que j'ai évoqué avant vous, ce sont plutôt des processus mémoriels. Bon. Mais la transmission du traumatisme, elle est évidente. Elle est évidente parce que vivre au quotidien avec quelqu'un qui est rentré ou quelqu'une qui est rentré traumatisé de la guerre, c'est pas facile. Vous voyez. À deux exemples. Le premier exemple est donné par un monsieur qui s'appelle toujours, même s'il est décédé maintenant, Louis Cros, C-R-O-C-Q, donc médecin, interne de médecine. Et Louis Cros était interne donc dans un hôpital militaire, parce que médecin militaire, interne était au Val-de-Grâce ou à Bégin, enfin l'un des deux grands hôpitaux militaires de Paris, région parisienne, toute fin des années 50 ou tout début des années 60. Et donc il est interne au sens littéral du terme, c'est-à-dire il habite là-bas. À l'époque, ça se passait comme ça. Il est là, et donc il est là jour et nuit. Et en fait, dans l'hôpital, il y a deux types
de population. Il y a les hommes qui rentrent d'Algérie blessés par les combats liés à la guerre d'indépendance algérienne, enfin aux événements, comme on les appelait à l'époque. Et puis il y a aussi les vétérans de la Première Guerre mondiale qui ont atteint l'âge de la retraite, qui ont enfin le temps de retirer le bout de ferraille qui fait que le soir c'est absolument terrible, puis j'ai mal au crâne, etc. Donc ils se font opérer. Ils sont opérés, donc ils restent, et donc ils dorment. Voilà. Et lui, il est témoin de leur nuit, avec des hommes qui dorment extrêmement mal, qui vont se réveiller, faire des cauchemars épouvantables, qui vont hurler. Il le raconte dans un de ses livres, hein, qui tout d'un coup, ils sont dans les chambres collectives, vont se lever, vont commencer à étrangler le voisin, parce que bon, voilà, qui vont être somnambules. Et donc le lendemain, j'ai pas perdu votre question sur la transmission, le lendemain, Louis Cros interroge l'épouse, qui très gentiment vient voir son époux. Non mais, ces nuits-là, c'est juste dingue, quoi. Oh ben oui, depuis Verdun, c'est toujours comme ça. Donc la dame a dormi pas toujours, mais je veux dire avec le comportement, à côté de son époux, dont le comportement la nuit était ce comportement-là. Ça laisse des traces. Vous voyez, Louis Althusser raconte très bien, témoigne du comportement de son père, vétéran de la Première Guerre mondiale, qui dormait déjà avec sous son oreiller un revolver chargé et prêt à tirer, des fois qu'il reviendrait, et qui hurlait comme un loup pendant la nuit, quoi. Et il dit, c'est pas très simple quand vous êtes un enfant et que papa, en l'occurrence c'est papa, mais ça pourrait être maman, une certaine figure, autorité, etc., se comporte, hurle comme une bête, et puis l'épouse qui dort à côté l'oreiller d'à côté, il y a un revolver chargé, c'est juste, vous voyez. Donc, et là, je ne peux pas imaginer que pour beaucoup de celles et ceux qui vivent à côté de quelqu'un, d'un revenant comme ça, ou d'une revenante, il n'y ait pas des conséquences un peu traumatiques. Vous voyez. Et donc là, il y a une transmission, qu'on le veuille ou non. C'est pas automatique, c'est très difficile à décrypter, mais voilà un processus. Oui, monsieur, j'ai juste une question sur le désendoctrinement. C'est-à-dire que ces personnes, elles sont... il y a les enfants aussi qui ont vu la guerre, les victimes des déportations. Et en fait, ils ne s'entendent pas parce qu'il n'y a pas de désendoctrinement. En fait, il y a encore des gens qui disent finalement, il vaut mieux faire de la discrimination, il vaut mieux faire se moquer, etc. Donc en fait, il y a un gros problème social après. Mais ils ne s'entendent pas, c'est-à-dire les habitants les ressortissants d'un des belligérants face aux ressortissants d'un autre. Oui, d'un autre pays belligérant. Oui, après, vous savez, c'est très imprévisible. Il est impossible de se dire a priori, compte tenu de ce qui s'est passé, compte tenu des comportements des uns des autres, ça a été facile ou plus ou moins... Oui, c'est très difficile. Il peut arriver que ce soit précisément celles et ceux qui ont le plus souffert qui seront ensuite les plus moteurs pour démobiliser culturellement. C'est le truc d'avant. Vous voyez, ça peut arriver. Quand on étudie les processus de jumelage de villes entre la France et l'Allemagne au sortir de la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on constate, c'est que une majorité des premières villes françaises qui se sont jumelées avec des villes allemandes avaient un maire ancien résistant et ou ancien déporté. C'est pas systématique, je dis une majorité. Voilà. Et l'une des hypothèses, c'est de dire que c'est précisément parce que ces gens-là ne pouvaient pas être suspects d'avoir été ce qu'on appelait les collabos pendant la guerre, d'accord, qu'ils ont pu se permettre de faire ce jumelage. Bon. Mais en même temps, on aurait pu attendre que ce soit précisément les anciens résistants, et a fortiori les anciens déportés, qui n'aient pas du tout envie de jumeler. Ben non, ça a été l'inverse, vous voyez. Donc, c'est là, encore une fois, je vous dis, ce sujet est absolument passionnant, mais il faut se méfier des idées a priori. Tout dépend du conflit, tout dépend de la durée du conflit, tout dépend des modalités de conflit. Vous voyez, est-ce qu'on s'est entretué entre soldats ou est-ce que les civils ont particulièrement trinqué, ou les deux, en général. C'est très difficile à... Et le désendoctrinement, c'est donc l'idée de la déconstruction de la figure de l'ennemi. Là aussi,
là aussi, c'est très personne dépendant. Vous voyez ? Je le disais, nous nous situons le plus possible au niveau de l'individu. Parce que d'une personne à une autre, les choses peuvent varier énormément. En fonction du tempérament, en fonction de ce qui a été subi, etc. etc. J'ai vu une autre main se lever. Ah oui, madame. Sauf qu'il n'y a pas de micro. Bon, posez votre question et je la répéterai. Oui, bonsoir. Alors bon, vous reviendrez avec le micro, oui. Allez-y. Je ne sais pas où je vous vois. Ah oui, ça y est, je vous vois, madame. Je me posais la question des guerres en Afrique qui sont des guerres ethniques, en fait. Des guerres civiles, où il y a aussi beaucoup de violences sexuelles et d'enfants qui sont nés de ces violences sexuelles. Est-ce que ce schéma oui, est-ce que c'est le même schéma ? Alors, la réponse est oui, malheureusement. La réponse est oui, malheureusement. Alors, ce que nous disons aujourd'hui, c'est que nous, historiens, historiennes, c'est que... Voilà, le micro, madame, arrive. Vous pourrez le prendre, il est juste là. Voilà. C'est que le viol comme arme de guerre a été finalement découvert grâce à l'occasion des guerres en ex-Yougoslavie. Vous voyez ? Avec cette idée que... et donc évidemment, ensuite, on s'est rendu compte que malheureusement, l'être humain n'a pas attendu les guerres en ex-Yougoslavie pour utiliser le viol comme arme de guerre. Et donc, vous évoquez des conflits, des guerres civiles, des conflits interethniques en Afrique, avec malheureusement cette arme utilisée parmi d'autres. Oui, bien sûr, mais je mets 20 000 guillemets avant, 20 000 guillemets après. Je ne cherche pas à banaliser, mais c'est malheureusement un grand classique. Vous voyez, en ex-Yougoslavie, ce sont des choses qui ont été très bien étudiées, notamment par Véronique Naumgrap, anthropologue. C'est l'idée du crime de profanation. C'est cette idée que ceux qui arrivent, qui veulent infliger beaucoup de souffrance à celles et ceux qu'ils envahissent, vont s'installer dans une procédure de profanation, profaner le passé, donc on retourne les cimetières à la pelleteuse, voilà, comme ça il n'y a plus personne avant, et profaner le futur, violer les femmes, ce qui veut dire, dans un certain nombre de cas, des enfants, mais qui sont des enfants, plein de guillemets, dans l'esprit de ces violeurs, des bâtards. Vous voyez ? Et donc c'est cette idée du crime de profanation utilisée comme arme, de façon parfaitement consciente, de façon parfaitement délibérée et assez systématique. Vous voyez ? Donc, et c'est quelque chose qui a été observé dans les différents territoires d'ex-Yougoslavie, mais qu'on retrouve dans d'autres endroits. J'ai publié quelques livres et j'ai aussi fait publier, j'ai réussi à ce que des livres que je n'avais pas du tout écrits mais que j'avais adorés soient publiés. Et j'ai évidemment, comme tout le monde, subi des échecs, et mon pire échec, c'est lorsque je suis arrivé chez l'éditeur avec qui je travaillais à l'époque, enfin à qui je proposais, en disant mais vous devriez traduire ce livre qui depuis a été publié par un autre éditeur sous le titre Une femme dans Berlin. Et livre qui raconte ce qui est arrivé aux femmes berlinoises, alors Berlin et toute l'agglomération, au moment de l'arrivée des Soviétiques, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Ça a été l'enfer sur Terre. Et l'idée, c'était quartier libre. Compte tenu, entre guillemets, de ce que les Allemands avaient fait en Union soviétique, vous pouvez... J'allais employer une phrase un peu limite, mais je ne vais pas le faire parce que le sujet est trop monstrueux. Mais donc, quartier libre, si vous voulez. Au point que ce livre, alors on ne sait toujours pas si c'est une femme qui l'a écrit ou plusieurs femmes qui se sont mises ensemble pour mettre bout à bout toutes leurs expériences horribles pendant ces mois à Berlin et dans la grande banlieue, enfin Berlin et sa banlieue, au point que ces femmes se sont ensuite mises sous la protection d'un officier soviétique en se disant lui, oui, je ne l'ai pas véritablement choisi, mais comme c'est un officier, il va me protéger des autres. Voilà. Et le pire de ça, c'est quoi ? C'est qu'évidemment, de tous ces viols sont issus des enfants. Et puis après, les papas sont rentrés. Et on regardait d'un drôle d'œil leurs femmes en disant « Mais quand même, tu aurais pu faire un effort, éviter. » Je n'invente rien, c'est parfaitement documenté, vous voyez. Donc, non, malheureusement, ce phénomène a existé, et existera toujours, j'en sais rien, mais existe toujours, c'est sûr, quoi.
Mais ayez en tête cette idée du crime de profanation, avec on profane l'avant et le possible après. Et puis évidemment le pendant pour ces malheureuses... Enfin, bref. J'arrête, madame. Oui, tout d'abord, merci beaucoup pour la présentation de cet ouvrage. Alors, on est à Reims, et Reims est une ville très particulière au niveau architectural, notamment. Et ce qui m'a attiré l'attention dans votre présentation, c'est qu'en fait, dans cette sortie de guerre, vous ne parlez pas des villes, vous ne parlez pas de ces environnements. Et là, on est dans un temps qui commence avant la fin de la guerre, dans un temps qui va se prolonger, et on le voit très bien à Reims. L'exemple, c'est par exemple le marché du Boulingrin, donc où on va déplacer le marché qui était pendant des siècles à une même place, et on le déplace et on construit un bâtiment d'une modernité insupportable qui va être absolument détesté au point que on va menacer de le démolir, et il faudra attendre 100 ans pour qu'en fait ça devienne the place to be le samedi matin. Donc je trouve que c'est... Alors je me permets, hein, c'est vraiment très... il y a un côté très, très, très rémois, et je suis attachée à ma ville. Et j'aimerais savoir comment vous rattachez l'architecture dans ces temps. On pourrait parler du Havre, on pourrait parler de toutes ces villes d'Allemagne qui ont été détruites et reconstruites. Mais je l'ai fait, madame. J'ai parlé des infrastructures, et j'ai parlé de l'environnement. Oui, vous avez parlé de l'environnement. Mais j'ai parlé des infrastructures également. Alors j'ai parlé des infrastructures industrielles. J'ai donné ça comme exemple au sortir de la Première Guerre mondiale. Mais l'architecture, évidemment, c'est totalement dans le sujet, bien sûr. Vous avez 1000 fois raison. Je me souviens pour ne pas rester à Reims, moi j'adore me promener à Reims pour plein de raisons, et pas seulement parce qu'il y a le campus rémois dont je suis un fan pour l'éternité, depuis 14 ans et pour l'éternité, mais parce qu'il y a partout des petites plaques qui disent a habité ici un tel, une telle, qui était résistant, a été fusillé, qui a combattu, qui est mort à Oradour-sur-Glane, qui est mort dans tel camp. Je crois que j'ai rarement vu une ville qui prend autant soin, non seulement de mettre des plaques, mais ensuite il y a les petits bouquets. Alors évidemment, ils sont souvent fanés, parce que, voilà. Mais s'ils n'étaient pas renouvelés, il n'y en aurait plus des bouquets. Il y en a toujours. Et donc je dis chapeau bas. Pour un historien intéressé par la guerre, c'est juste pain béni, si vous voulez. Bon, enfin, à nouveau, vous voyez, je suis positif, mais bon. Je me souviens d'un colloque au milieu des années 2000 avec une intervention... Non, un petit peu plus. Bon, peu importe. Enfin, la seconde moitié des années 2000, avec une collègue qui s'appelle Anne Duménil, qui malheureusement ne fait plus, enfin, qui est prof en lycée, mais elle a cessé de renoncer, elle a cessé d'espérer, elle a renoncé à essayer d'être élue dans le supérieur, et qui avait fait une communication absolument passionnante sur la ville de Munich au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc la ville a été pas mal bombardée, et donc évidemment les égouts ne fonctionnent plus, le tramway n'existe plus, les bus, toutes les infrastructures. Mais elle montre que dans les témoignages des Munichois et Munichoises de l'époque, celles et ceux qui étaient encore dans la ville à ce moment-là, le truc le plus traumatique, pour beaucoup d'entre eux et d'entre elles, c'était pas le fait que la ville soit devenue un tas de gravats, c'est qu'en fait, les perspectives visuelles étaient changées. Ben oui, on voyait les Alpes. Et c'était super gênant, vous voyez, de se retrouver, alors non pas face à un marché qu'on a dû déplacer, et c'est devenu un bâtiment ultra-moderne et qui maintenant est the place to be, dont je ne doute pas que ça a été très gênant, et puis hop, ça y est, les choses ont changé, merci le centenaire d'une certaine façon, peut-être. Mais en fait, ces gens ne pouvaient se dire, mais c'est pas possible, je sors de chez moi et là je vois les Alpes, mais en fait c'est très dérangeant. Et c'est pas très dérangeant parce qu'ils voient les Alpes, après tout c'est beau, mais c'est parce que c'est un rappel 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois par jour de la situation, et que ce changement de perspective visuelle est tellement considérable qu'en fait ça renvoie à l'ampleur du changement global dans lequel ces hommes et ces femmes et ces enfants, munichois, munichoises, se sont trouvés. Vous voyez ? Donc bien sûr que l'architecture joue. Elle joue au moment parce qu'elle a été abîmée, elle joue parce que se pose la question de reconstruire
Et d'ailleurs, on reconstruit quoi, comment, où, avec quels matériaux, cathédrale de Reims, par exemple. Et puis, évidemment, le cas échéant, les décisions qui sont prises, plaisent ou ne plaisent pas, mais s'inscrivent, enfin, ont des conséquences qui s'inscrivent dans la durée, comme vous l'avez dit, vous voyez. Et puis, par moment, on décide de ne pas reconstruire. Vassieux-en-Vercors ou Oradour-sur-Glane, comme que j'évoquais. Voilà, on laisse les ruines comme elles sont, comme une sorte de témoignage de la violence effroyable qui s'est déployée très brièvement, mais de façon... Ça aurait pu être le cas pour la cathédrale de Reims. Ça aurait pu, bien sûr. Ça a été discuté. C'est un débat. C'est un débat. Les Américains étaient prêts à racheter les ruines. Ah ben ils sont prêts à tout. Je les adore. Hein. Je les adore. Mais enfin, c'est quand même mieux qu'elles soient restées ici qu'on en ait refait une cathédrale. Alors certes avec des éléments de béton, etc. Si j'ai bien compris, mais Savoir si on devait la démolir. bien sûr. Mais on aurait pu. On aurait pu. Je voulais confirmer simplement, excusez-moi, un fait que vous avez signalé tout à l'heure pour les prisonniers qui revenaient et que leurs enfants qui étaient... Bon, ça a été le cas de ma femme. Son père est revenu. Elle couchait avec sa mère depuis plusieurs années. Et tu vas les coucher dans la chambre qui est au grenier, là-haut, davantage. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, ça a mis des mois à... Mais non, monsieur. Que la fille, mais non. avec son père, le père n'admettait plus... mais ça n'a pas mis des mois. Là. Ça n'a pas mis des mois, monsieur, pardonnez-moi d'être en désaccord. Ça n'a pas mis des mois, puisque lorsqu'elle est devenue votre femme, elle vous l'a raconté. Et non, mais donc non, elle avait entre 5 et 10 ans. J'entends bien, mais ça veut dire que c'est un souvenir qui était suffisamment important pour elle, pour qu'elle vous le raconte. C'est dire l'importance de ce souvenir et de cette expérience. Voilà. Vous voyez ? Et autre chose que nous faisons, que les historiens du phénomène guerrier font, c'est de s'intéresser aussi, typiquement de considérer que les enfants sont une population fascinante à étudier, mais pas d'en haut. Pas comme des adultes qui vont utiliser des sources créées par les adultes pour considérer les enfants. Non, de considérer les enfants avec des sources créées par les enfants. Ah, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, c'est une catastrophe. Oui, les dessins. Les dessins. Les journaux intimes. Les rédactions à l'école. Les jeux. Ah oui, les jeux. Tout d'un coup, ils se mettent à jouer aux soldats, et, vous voyez, et puis il y a 2 camps, etc. Ou les jeux dans les ruines, les infrastructures, vous voyez, avec tout le danger que ça peut représenter, à la fois parce que ce sont des ruines et que tout peut s'écrouler, et puis que souvent, il y a des trucs encore qui peuvent exploser dans ces lieux, n'est-ce pas ? Mais toute l'idée, c'est de les étudier, ces enfants, à hauteur d'enfants. Il y a une merveilleuse collègue et amie qui s'appelle Manon Pignot, qui a fait ce livre passionnant sur les enfants français, en l'occurrence, pendant la Première Guerre mondiale. Et donc ça, c'est un spoil pour une des séances que nous avons. Et donc, elle a un chapitre absolument merveilleux, qui est le chapitre, et qui concerne à la fois la guerre et la sortie de Première Guerre mondiale. Un chapitre qui s'appelle « L'invention des pères ». Alors, qu'est-ce qu'elle explique dans ce chapitre ? C'est que, du fait de la durée de la Première Guerre mondiale, et de la possibilité pour les pères d'écrire, eh bien, ils ont commencé à écrire, ces papas, à leurs enfants qui sont à l'arrière. Et les enfants de répondre. Et c'est là que le père moderne, alors je suis extrêmement schématique, elle dit les choses de façon beaucoup plus subtile et beaucoup plus, évidemment, tout est prouvé, c'est là que le papa moderne, qui s'intéresse au comportement, au quotidien, hein, pas une fois de temps en temps, qui s'intéresse aux études, qui s'intéresse à l'avenir, qui aime et qui le dit et qui l'écrit, est apparu. C'est-à-dire que ces types qui étaient dans les tranchées, ils se disaient, bon, la prochaine fois que le sifflet va retentir, il va falloir sortir. Ce sera peut-être la dernière fois que je vais sortir, parce que derrière, c'est la boucherie habituelle. Ils se sont mis à écrire des lettres qui pouvaient très bien être la dernière lettre. Et dans une dernière lettre, on dit des choses. Bon, puis c'était pas la dernière, mais ils l'ont dit dans la suivante, qui pouvait être la dernière lettre, vous voyez. Et donc, elle montre dans ce chapitre absolument fascinant l'invention des pères, mais une fois que les pères sont devenus ça, ils sont restés ça, sortis de guerre. Vous voyez. Les enfants sont un objet d'étude. Ils sont d'abord des êtres fascinants, un peu fatigants de temps en temps, dit un père de 4 enfants, mais absolument fascinant, mais c'est un objet d'étude extraordinaire. Bonsoir. Bonsoir, madame. Ce que vous avez dit fait écho à
à mon histoire ou l'histoire de ma famille, mais je voulais vous demander le fait que maintenant, à la différence de ces guerres très anciennes, il y ait, avec les reporters de guerre, qu'il y ait des recensions sur les conflits qui sont en temps réel, immédiatement. Est-ce que ça va jouer, avoir une influence sur la sortie de guerre? Alors, oui, forcément une influence parce que c'est de l'information dans tous les sens. Oui, aussi parce que cela relativise, cela peut conduire à relativiser certaines expériences, parce que dans la foulée, on apprend à propos d'autres expériences qui se sont passées ailleurs. Et donc on se dit, finalement, j'en ai bavé, mais ailleurs c'est au moins aussi terrible, voire pire, vous voyez. Donc il y a cette première idée. Parce que cela accentue encore le phénomène de recouvrement de conflit à conflit que j'évoquais tout à l'heure. Vous voyez, donc oui, ça peut évidemment rendre les choses beaucoup plus complexes. Et puis aussi parce que lorsqu'un traumatisme a eu lieu et qu'une personne qui a été traumatisée par l'expérience qu'elle a vécue pendant un certain conflit voit des images, entend des récits, écoute des témoignages de gens également traumatisés ou des images qui se sont produites, qui correspondent à un conflit, ça peut déclencher chez cette personne traumatisée des réactions extrêmement fortes. Et donc réactiver des séquelles du conflit que cette personne a traversé. Vous voyez ? Donc, bien sûr que ça a une influence. Ça rend les choses probablement... Alors, on est un peu proche de ces temps-là, mais parce que ce sont des conflits relativement récents, mais probablement plus compliqués. Et puis, vous avez évoqué une catégorie que je n'ai pas évoquée, juste parce que je n'avais pas le temps, qui sont les reporters de guerre. Alors, eux, terrible. Si vous regardez des témoignages de reporters de guerre, il y en a des très très connus, et vous regardez des témoignages donnés par ces hommes et ces femmes, les survivants, au sortir de cette longue période de couverture des conflits, ils sont dans un état, les pauvres, ils sont dans un état, certains en fait témoignent et on les voit, je vous montrerai 2 ou 3 clips là, mais on les voit, ils sont comme ça en fait, et donc ce sont des gens qui ont reçu tous les honneurs, qui parlent remarquablement en public, qui ont des belles gueules, tout va bien, sauf que quand ils évoquent leur expérience, ils sont comme ça. Et le public est là, hein, ils sont comme ça, quoi. Ils sont juste... Ou alors ils sont face à la caméra, officiellement, mais en fait ils regardent là-bas, ou là-bas, mais pas la caméra. Le traumatisme est absolument terrible. Puis une autre population que je n'ai pas évoquée, mais de toute façon, il suffit d'appuyer sur le bouton et puis ça démarre, ce sont les forces d'interposition. On parlait de l'ONU tout à l'heure. C'est pas très simple pour ces hommes, ces femmes, qui sont soldates, qui ont été entraînés à se battre, de se retrouver dans des lieux pour s'interposer, mais pour ne pas combattre donc, et d'assister à des trucs absolument épouvantables, des événements atroces, sans avoir le droit d'intervenir. Vous voyez ? Et alors là, et ces gens-là rentrent traumatisés, pour la plupart lourdement traumatisés. Oui. Bonsoir, merci pour la présentation. Je vous en prie, bonsoir. J'ai eu du mal à vous localiser parce que vous êtes juste sous la lumière, mais ça y est. Ma question, c'était de savoir à partir de quand il ne faut plus se remémorer, ne plus célébrer, je ne sais pas si le mot est célébrer, ou en tout cas faire acte de ce qui s'est passé. Parce que ce que vous dites, ce que vous disiez là, ça ravive et ça peut entraîner d'autres conflits. Et en même temps, il y a beau avoir une histoire, on continue les guerres et on ne fait pas que de sortir et de revenir aux guerres. Est-ce qu'il ne faut pas essayer de trouver une autre forme d'histoire et au lieu de faire, par exemple, étudier des pays qu'on n'étudie pas forcément actuellement en cours et essayer de dire ça c'est possible, il y a d'autres histoires. Enfin, on a l'impression qu'on est quand même engoncé dans une forme d'histoire guerrière et qu'on ne peut pas. Enfin voilà, en tout cas. Et qui doit mettre terme de cette célébration des morts et des conflits? Alors, il y a 2 choses. Là, vous abordez 2 types de populations. La population historienne, est-ce qu'il faut continuer à faire l'histoire d'eux? Et puis, la population des gens au pouvoir, à la tête d'une collectivité X ou Y, qui décide de commémorer, de célébrer, de parler encore ou de ne pas le faire. Bon. Moi, je ne peux parler que pour les historiens et historiennes. Et là... encore une fois, c'est une question de goût et d'intérêt, si vous voulez. Moi, je considère que c'est
le phénomène guerrier d'une part et les sorties de guerre d'autre part sont des moments où l'extrême humanité, ou l'extrême de l'humanité, ou la subtilité de l'humanité, ou la tessiture fine des personnalités se révèle, compte tenu des circonstances souvent très complexes auxquelles ces individus sont confrontés. Et donc, pourquoi s'arrêter ? Et puis malheureusement, la guerre est un sujet d'avenir. C'est pas prêt de s'arrêter. Malheureusement, hein, moi je serais très content, j'irais faire autre chose. Et les sorties de guerre, donc, par voie de conséquence, forment également un sujet d'avenir. Après, si on s'intéresse aux individus qui ont traversé la guerre, je crois vraiment que c'est très individu dépendant. Certaines préfèrent tenter par tous les moyens de tourner la page. Un jour, c'est bon, j'arrête, ça suffit. Mais c'est respectable. Et ça doit donc être respecté. D'autres ne peuvent pas, ou ne veulent pas. Et d'autres commencent par tourner la page, se rendent compte qu'en fait, on ne tourne pas tellement la page et vont donc en parler. Puis une fois qu'ils en ont bien parlé, à X ou Y, un psy ou autre, finalement, ne vont plus en parler. Ça dépend vraiment des individus. Là, je crois qu'il n'y a pas de règle. Il n'y a vraiment pas de règle. Vous voyez. Mais heureusement, il existe d'innombrables autres sujets d'études en histoire. Heureusement, il y a des historiennes et des historiens qui s'intéressent à ces très nombreux autres sujets. Voilà, ils le font très bien. Moi, si par hasard j'ai un talent, c'est plutôt sur ces sujets-là, autant l'exprimer. Voilà, vous voyez. Mais il n'y a pas de réponse systématique, heureusement. Heureusement. Alors, juste une chose. Je ne vais pas tenter de rester ce soir et de prendre un TGV ou un train demain pour rentrer sur Paris où mon job de directeur du centre m'attend. Donc, nous arrêtons dans 6 minutes. Voilà, je suis obligé de partir à 20h, excusez-moi, mais parce que sinon, à Champagne-Ardenne, je vais vraiment le louper. Mais néanmoins, allons-y. Donc, vous aviez commencé, pardon, je ne sais plus. Oui, merci, monsieur. S'il vous plaît, c'est-à-dire que j'aurais aimé savoir si vous aviez des commentaires à faire sur les conflits contemporains. C'est-à-dire, je pense en particulier au conflit israélo-palestinien, parce que dans une vingtaine d'années, ils auront battu le record de la guerre de 100 ans. Et puis ukrainien, parce que tel que c'est parti, on ne voit pas du tout comment on va s'en sortir. Il faut quand même se souvenir aussi que c'est grâce à des gens comme De Gaulle, Adenauer et d'autres, bien entendu, que ça a pris fin de guerre qui ne se terminait jamais. Et c'est là aussi, tout ça dit très, très rapidement, compte tenu des haines accumulées de tous les côtés, et en particulier dans le peuple des enfants, Hitler, lui, avait trouvé la solution. Il avait dit il faut exterminer les enfants, parce que quand ils vont devenir adultes, ils voudront se venger. Merci. Alors, je vous en prie. Enfin, ne m'en remerciez pas, je n'ai pas encore répondu. Je crois que aussi bien sur le conflit russo-ukrainien qu'à fortiori sur le conflit israélo-palestinien, le job de l'historien ou l'historienne, c'est plutôt de regarder dans le rétroviseur, donc, et certainement pas de manier une boule de cristal et de prévoir. Vous voyez, donc c'est très difficile La seule chose que je peux dire deux choses de façon absolument certaine. La première, c'est que les sorties de guerre dans les deux cas vont vraisemblablement être complexes, longues et emprunter un certain nombre des choses que j'ai essayé de rapidement brosser un grand trait. Ça, c'est sûr. Et la seconde chose, c'est que pour des raisons différentes, le mot, alors je ne sais pas si vous l'avez employé, mais je ne suis pas sûr, mais le mot, la haine n'est pas prêt de s'éteindre. Ça, c'est certain. Pour des raisons différentes, selon les deux conflits, vous voyez. Et donc la sortie de guerre va être quelque chose, dans les deux cas, c'est la seule prédiction que j'oserais faire, quelque chose d'extrêmement compliqué et d'extrêmement long. Vous voyez, et moi j'ai l'habitude de dire que quelle que soit la fin, même si jamais les choses horribles qui se déroulent à Gaza, le Hamas a gagné. Le Hamas a gagné parce que, pour deux raisons. La première, c'est que ce qui a suivi, dans un sens et dans l'autre, est générateur de haine pour des générations. C'est-à-dire qu'il va falloir être extrêmement fort pour démobiliser culturellement. Et la seconde raison, c'est pas moi qui l'ai trouvée, c'est une amie israélo-française, psychologue, remarquable spécialiste, qui a travaillé sur les traumatismes de guerre
et qui me disait, c'était donc en décembre dernier, qui rentrait d'Israël où elle avait fait un rapide aller-retour, et qui décrivait une société, des amis disloqués. C'est le mot qu'elle a employé, dislocation. Alors, je ne vais pas donner son nom, par respect, parce que peut-être qu'elle ne voudrait pas que je la cite, mais enfin, je veux dire que je donne son nom. Mais disons, ce qui est absolument terrible, c'est que la société est disloquée. Il y a des gens qui sont pour et d'autres contre continuer ce qui se passe à Gaza. Mais surtout, les individus sont disloqués. Traumatisés par le 7 octobre, traumatisés aussi, certains, beaucoup, par ce qui est en train de se produire à Gaza. Et qu'est-ce qu'on fait derrière de la Shoah et de la mémoire de la Shoah, qui est évidemment extrêmement présente dans cette société. Et parlant, c'est elle qui emploie le mot dislocation. Alors, et si elle a raison, je ne sais pas, hein, on verra. Alors là, effectivement, la sortie de guerre va être encore plus compliquée. Voilà, c'est la seule chose que je peux me permettre de répondre, parce qu'il est impossible de prédire l'avenir, mais oui, ça va être très dur, très très dur. Ouais. On est d'accord. Alors juste, pardon, ouais, une dernière où on s'arrête là. Il reste 1 minute et après il faut vraiment que je file vers Champagne-Ardenne. C'est ça le problème. Oui, merci. Ça serait par rapport aux guerres de Vendée. Quand par rapport, vous avez dit à John Horn, la deuxième, déconstruire la figure de l'ennemi. Comment ont réagi les Vendéens et de leur côté les Républicains quand ils ont écrasé la Vendée? Ah bah, ils n'ont pas bien réagi, mais l'espoir quand même, c'est que cette démobilisation, cette déconstruction de la figure de l'ennemi a finalement eu lieu. Parce que c'était tout de même il y a quelques temps, n'est-ce pas? Et donc l'espoir, c'est qu'aujourd'hui, c'est les descendants des belligérants des deux camps vivent ensemble, se parlent, et que voilà. Mais la mémoire reste forte, bien sûr. Je veux dire, des événements aussi épouvantables laissent forcément des traces. Ça ne veut pas dire qu'on ne vit pas avec, ça ne veut pas dire qu'on ne pardonne pas, mais laisse des traces, forcément, forcément. Je suis réellement obligé de vous laisser. Je serais bien resté longtemps, mais bon. Merci infiniment, Guillaume Piketty, c'était passionnant. Merci à vous d'être venus absolument nombreux, nombreuses. On se donne rendez-vous le vendredi 17 octobre pour recevoir l'historien Alain Chatriot, historien à Sciences Po, qui viendra nous parler à nouveau du sortir de la guerre, de la Première Guerre mondiale, de la modernisation de l'État en France au sortir de la Première Guerre mondiale. Merci beaucoup, à bientôt. Oui, bien sûr, ouais.